Nous, en fait, on sélectionne des startups qui ont levé moins de 1 million, celles qu'on croit vont être des leaders de demain. Bonjour Roxane Varza. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être venu nous retrouver ici sur Way, c'est le média de l'aventure digitale. La presse vous a déjà baptisé il y a quelque temps la reine et même l'impératrice des startups. Pourquoi? Parce que vous êtes à la tête de la station F. La station F, c'est tout simplement le plus grand. Alors, il y en a qui disent incubateur, vous préférez dire campus de start-up au monde, rien que ça. La station F qui a maintenant 3 ans et vous venez de sortir le top 40 des startups, les startups les plus prometteuses de l'année. On va y revenir, on va en parler dans un instant. Et ici sur Way, on voulait en profiter pour faire un état des lieux des startups françaises. Comment vont-elles? Comment résistent-elles à la crise majeure sanitaire que nous traversons? Comment ça ira demain aussi? Quels seront les secteurs porteurs et gagnants? Je voudrais d'abord, pour commencer, que vous nous redonniez, s'il vous plaît, la définition des startups, parce que c'est un mot qui, à force d'être employé, on en a presque oublié le sens. En vrai, c'est une très bonne question parce qu'il y a plein de définitions. Je pense que c'est souvent défini comme une entreprise jeune, innovante. Ça ne change pas. Mais on oublie qu'il y a 2 choses qui sont assez rares pour une start-up, c'est des ressources et le temps. C'est-à-dire? Et ça veut dire que les startups n'ont pas beaucoup de moyens et n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Et ça, quand nous, on regarde une startup, évidemment, on regarde les critères d'innovation et l'âge de l'entreprise, mais on garde en tête aussi ces 2 éléments qui sont assez clés pour bien comprendre comment une startup fonctionne et pourquoi elle va faire tel ou tel choix. Et oui, 2 éléments qui déterminent tout de même l'investissement, c'est-à-dire le risque. Exactement. Il y a cette dimension-là. Il y a un élément de risque, oui, on oublie parce que peut-être on est trop habitué maintenant au milieu. Mais en effet, il y a beaucoup de startups qui ne vont pas survivre, qui ne vont pas dépasser souvent les 2 ans d'existence. Et oui, on pense que ça, startup égale succès, mais startup peut être égale échec aussi, parfois. La station F, en tout cas, la Startup Nation, c'était le rêve d'Emmanuel Macron, concrétisé par Xavier Niel. Ça a donné 34 000 mètres carrés dans le sud-est de Paris qui abrite 1000 startups, 30 programmes d'accompagnement et d'accélération. 3 ans, c'est suffisant pour avoir un petit peu de recul. Quelle est, selon vous, l'évolution majeure dans la French Tech française en 3 ans? Mais l'évolution est incroyable, c'est colossal. En fait, on a vu un écosystème qui était en pleine expansion au moment de notre lancement. En fait, c'était l'année où Emmanuel Macron est arrivé, mais aussi l'année où on a vu l'arrivée de Donald Trump, on a vu le Brexit à Londres. Donc, il y avait plein de phénomènes qui ont changé un peu l'écosystème mondial. Les startups commençaient à faire des choix différents. On voyait que beaucoup plus de startups étrangères regardaient Paris, souhaitaient venir à Paris. Donc, on a eu beaucoup plus de startups qu'on imaginait qui ont postulé pour Station F. Donc, on n'imaginait pas les 11 000 candidatures qui sont arrivées la première année. Voilà, il y a 11 000 qu'on précise pour ceux qui nous écoutent. Il y a 11 000 candidatures pour 1000 places. Pour 1000 places. Donc, ça fait du monde au portillon, comme on dit. Exactement. Et maintenant, on voit année Covid, les choses ont beaucoup changé cette année. Mais on a quand même un écosystème qui se porte très bien et qui va de mieux en mieux. Alors justement, on va dresser un état des lieux. On peut peut-être commencer par les licornes. Pourquoi j'ai envie de les citer? Parce qu'on pense qu'une start-up, c'est tout petit. On pense que nous, on est à la traîne derrière des grosses start-up américaines. C'est pas vrai. Miracle vient de rejoindre le club très fermé des fameuses licornes, c'est-à-dire celles qui ont au moins 1 milliard de dollars de valorisation. On peut citer aussi Blablacar, Doctolib, grand champion français, Voodoo, Content Square, Miro. Est-ce que du coup, on peut dire qu'on est devenu cette fameuse start-up nation dont rêvait Emmanuel Macron? La définition, le concept de Startup Nation, je ne sais pas exactement ce qu'on met derrière, mais je pense que souvent, les gens, ils pensent que c'est un écosystème un peu renfermé sur elle-même. Voire abstrait aussi. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément d'accord à Station F, parce que nous, on croit vraiment que n'importe qui peut être entrepreneur. C'est pas un milieu qui est fermé. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs de parcours divers et variés. L'autre cliché aussi, c'est que c'est une bulle. C'est-à-dire on vendrait de l'investissement sur un
concept, on lèverait des fonds en pariant sur l'avenir sans avoir un réel business model derrière. Exactement, et vous faites bien de souligner ce point parce qu'on voit les titres dans les médias qui sont les levées de fonds, les licornes et tout ça, et c'est pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Le début surtout de l'histoire de start-up, et c'est ce qu'on voit à Station F, comme on est sur des start-up en amorçage, c'est très très dur. Il y a des entrepreneurs qui ne payent pas de salaire pendant des années, qui doivent par exemple embaucher des personnes en situation très difficile parfois. Donc vraiment, c'est pas des situations qui sont très confortables comme ceux qu'on a l'habitude de voir dans la presse. Et à partir de quel moment on peut parler d'une start-up qui marche? C'est une question de valorisation ou pas seulement? Non, pas seulement. En fait, dans le jargon du milieu, on dit le product market fit. Donc ça, c'est un moment où le produit va trouver son marché. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un moment clé dans la vie d'une start-up où on estime que voilà, le produit, c'est valable. Et là, on peut vraiment commencer à parler de la scalabilité de l'entreprise. On fait cette interview au moment où on est tous plongés évidemment dans cette crise sanitaire, et on a envie de savoir et de profiter de votre présence aujourd'hui pour faire un état des lieux. Comment la French Tech a traversé et traverse cette crise? Est-ce qu'elle s'en sort? Et vous avez publié en juin dernier une étude à ce sujet dont les résultats peuvent surprendre parce qu'on s'aperçoit que non seulement la France s'en sort bien, mais surtout mieux que certains voisins comme l'Allemagne. Alors c'est surprenant. C'est assez surprenant, je suis d'accord. Nous, on a fait cette étude avec 120 fonds d'investissement dans différents pays. On a couvert 5 marchés différents, donc les États-Unis, la France, Angleterre, Allemagne et Israël. Et là, ce qu'on a constaté, c'est finalement en France, les choses se passent plutôt bien. Je pense qu'il y avait en juin environ 80% des startups qui prévoyaient d'embaucher avant la fin de l'année, et c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et aussi, on voyait beaucoup de startups qui ont réussi à ne pas devoir fermer ou vraiment changer beaucoup de choses parce qu'elles ont pu pivoter, elles ont profité des aides qui ont été aussi très avantageux en France. Le pivot, ça veut dire, c'est l'une des explications de cette résistance. Il y a eu les aides du gouvernement, vous en avez parlé, et puis il y a ce fameux pivot, vous dites qu'on a en France, c'est intéressant, qu'on a plus pivoté que les autres, c'est-à-dire être capable de réinventer son business model ou de le réorienter, c'est bien ça? Exactement. Donc en fait, vous avez cité tout à l'heure l'exemple de l'Allemagne qui allait beaucoup moins bien que la France. Là-bas, on a beaucoup plus de startups en phase de croissance et du coup moins agiles. Et en France, comme on a un écosystème où on a vraiment beaucoup de startups de stades différents de développement et aussi beaucoup de startups jeunes, elles ont pu pivoter et être beaucoup plus agiles. Quels sont les secteurs en France qui ont été les plus impactés par cette crise et à l'inverse, ceux qui ont profiter en termes d'opportunités business de ce paysage qui a été complètement bouleversé? Ouais, je pense que là, je vous apprends rien. Il y a des secteurs, le tourisme, le voyage, l'événementiel. On voit encore l'immobilier, par exemple, sont des secteurs qui sont encore fortement impactés et on n'a pas encore commencé à voir des innovations qui vont sortir de la crise. Et les secteurs qui se portent le mieux, tout ce qui va être digitalisation des différents services, e-commerce, téléconsultation pour tout ce qui est médecine. Donc, voilà. Justement, on a un état des lieux très clair avec une étude que vous nous dévoilez presque en prime time. Elle vient tout juste d'être publiée. C'est le top 40 des startups Station F, c'est-à-dire celles qui sont les plus prometteuses selon vous. Alors, prometteuses d'abord selon quels critères ? Nous, en fait, on sélectionne des startups qui ont levé moins de 1 million. Et c'est notamment pour donner la lumière à celles qu'on croit vont être des leaders de demain. Donc, c'est les futures licornes, si vous voulez. Et donc, ces 40 startups couvrent plein de secteurs et tendances différentes. On a vraiment des innovations incroyables, des œufs vegan, des habitations sur Mars, des choses improbables qu'on n'aurait pas pu imaginer. Mais après, il y a aussi des tendances qu'on voit vraiment dans tout l'écosystème, comme tout ce qui est outils de productivité, automatisation, et c'est des choses qu'on voit depuis un petit moment dans l'écosystème français. Qui sont les start-upers qui sont à la tête de ces start-up les plus prometteuses? Est-ce qu'on est toujours sur un profil très jeune?
Profil très jeune, non. En vrai, à Station F et aussi dans le Futur 40, c'est le nom de ce classement, on voit des profils qui sont vraiment divers et variés. Je pense 35% de ces startups sont fondées par des femmes. À Station F, on a un tiers de nos résidents qui sont des femmes, 45% dans certains programmes qui sont des femmes fondatrices. On a aussi 2 fighters. Le Fighters Programme, c'est pour les entrepreneurs des milieux défavorisés. Et en fait, ils ont été aussi dans le Futur 40. Donc voilà, on voit vraiment des profils très variés. Est-ce qu'il y a d'autres points dans cette étude, des surprises, des tendances auxquelles vous vous attendiez pas? Des surprises, pour moi, la vraie surprise, c'était les fighters. Parce qu'en fait, les fighters, comme ils viennent des milieux vraiment très, très différents. C'est quoi les fighters? Les fighters, c'est justement les profils défavorisés. Ouais. Et en fait, quand ils viennent à Station F, la différence par rapport aux autres programmes, c'est souvent ils viennent sans équipe, sans avoir vraiment créé une entreprise. C'est juste avec une idée, ils doivent nous montrer qu'ils ont fait quelque chose avec cette idée. Donc, c'est encore plus en amont que les autres startups. Et parfois, vu le parcours de la personne, ça peut être encore plus difficile de trouver des cofondateurs, de lever de l'argent, de créer son produit. Et donc, on a vu une accélération assez incroyable parce qu'ils arrivent au même niveau que certaines autres startups les plus prometteuses du campus, finalement. Dans les critères de sélection des 11 000 dossiers que vous recevez, il y a 3 nouveaux critères de sélection qui sont la mixité, la diversité et la durabilité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 3 critères-là ? Nous, on pense que les valeurs vont être aussi importantes que tout ce qui est chiffre d'affaires. Et les critères qu'on regarde aujourd'hui, on regarde la valorisation, on parle beaucoup de licorne, mais demain, il faut que ces entreprises soient également responsables et contribuent de façon positive. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on voulait que vraiment ça rentre dans l'esprit de l'ensemble des startups à Station F. Et donc, on commence à regarder ça au moment des candidatures aussi. Ce n'est pas juste que ça fait sens pour la société, mais c'est aussi des choses qu'on est en train de voir au niveau des tendances des consommateurs, les préférences de demain. Je pense que ça va aussi aller dans ce sens. Donc, ça fait aussi du sens pour le business. Et du coup, est-ce que ça a changé vos prévisions, sans vouloir lire dans une boule de cristal, mais vos prévisions sur les secteurs porteurs de demain et d'après-demain? D'après vous, quel secteur va vraiment tirer son épingle du jeu et sur lesquels il faut investir? Je pense qu'on a déjà commencé à avoir des tendances grâce ou à cause du Covid, tout ce qui est digitalisation des différents services. Évidemment, tout le monde commence à regarder massivement les solutions pour le travail en remote. Mais les solutions qui m'intéressent, moi, personnellement, sont des secteurs où on n'a pas encore vu la fin de la crise. Par exemple, l'immobilier, par exemple, le voyage, par exemple, l'événementiel. J'ai hâte de voir comment ces secteurs vont se réinventer. On verra demain. On va suivre avec vous l'évolution de ces tendances. Un dernier mot rapidement sur le projet d'hôtel. Pourquoi se lancer dans la construction d'un hôtel en pleine Station F ? En fait, Station F, la partie qu'on voit aujourd'hui, on a parlé de 34 000 m², mais en vrai, Station F, c'est même élargi déjà. Donc, on est autour de 50 000 m². On a lancé des hébergements pour les entrepreneurs l'année dernière. Donc, 100 appartements pour héberger 600 personnes qu'on a à 10 minutes. Et après, on a dit, on ne veut pas s'arrêter là parce qu'on a beaucoup de passagers étrangers qui viennent quand même, moins cette année, mais moi, je crois que ça va revenir. Et donc, je pense que ça fait vraiment sens d'avoir aussi quelque chose à côté de Station F pour tout ce monde qui passe pour rencontrer les start-upers à Station F. Vous voulez construire une Silicon Valley à la française? Pas du tout. En plein Paris. Moi, je pense que Silicon Valley, c'est pas le modèle. Vous connaissez, vous êtes né en Californie, à Palo Alto, donc vous connaissez bien, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, non, c'est pas l'objectif, mais on fait quelque chose qui fait du sens pour la France et pour Paris et pour notre écosystème. Et ça a toujours été l'esprit de Station F. Et là, on a vu, ça ne fait pas de sens d'avoir des investisseurs qui restent en 8e, des gens qui passent à Paris, mais ils veulent venir à Station F, mais ils sont trop loin pour le faire. Donc là, quelque chose à côté, ça fait vraiment sens pour nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et si je vous suis bien, il y a de quoi franchement être optimiste pour la French Tech française. Complètement. Et puis, elle a pris aussi un nouveau visage avec cette crise, avec la naissance de beaucoup d'opportunités et des nouveaux secteurs qui émergent. Merci beaucoup d'être venu nous dresser cet état des lieux, plutôt optimiste, sur le plateau de Way. Merci beaucoup, Roxane Varza. Merci.
Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.